Tu commences à mentir déjà. Ouais, pardon. Dès Ok, le oui, le buzz. Ok, c'est parti. Alors non, un défi, c'est là, je vais pas commencer à te faire des pompes. J'entends beaucoup en théorie. Je suis en là, théorie, déjà. ouais, je fais un peu de cynisme déjà. Ça commence mal. Ça a l'air génial sur le papier. Et pourquoi alors? Que sur le papier. Que sur le papier. Pour le coup, je suis une énorme sponsor de la grille de salaire et même dès le début ou quasi, tu vois, je trouve que ça a vachement de vertu. Non, Ok. mais du coup, je vais quand même te buzzer. Ok. Hop. Déjà, mon postulat, c'est que tu vas mettre un système en place qui répond pas forcément à un problème existant, tu vois. Ouais. On est entre nous. Je vais te semer comme ça. Alors là, tout le monde va beaucoup se moquer de moi parce que je suis très bobo parisienne, mais donc moi je fais de la céramique, donc je fais des petits bols en terre cuite pour me détendre le week-end. Tu vas me dire, recrutement, il y a 5 niveaux, toi t'es niveau 3. Ouais. Ah non, moi je suis niveau 5. Et je t'ai fait jurer que tu mettrais pas des gros écriteaux en Non, gras ils sont comme tout les petits. trucs TikTok avec des trucs de banque à images Ah non, derrière. ils sont Voilà. tout petits. Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast, nouveau concept, No Bullshit. Je suis Jérémy, je suis le fondateur de Joumi, cabinet de chasse de tête dédié uniquement à la fonction RH. On a décidé de lancer ce nouveau podcast, on a rencontré énormément de DRH. On a discuté avec eux, on a discuté aussi avec nos amis, on a vu qu'il y avait un gros fossé entre la perception de nos amis et entre la réalité d'un DRH. Donc on a décidé de les faire venir autour d'un nouveau concept plus attractif et un petit peu décalé. Le concept est assez simple. Voici les règles du jeu, il y en aura 3. La première règle, l'invité a choisi son thème. Zone de confort, c'est plus simple pour échanger. La seconde règle, quand l'invité commence à dériver, on va se rappeler du titre du podcast, c'est No Bullshit, donc on le buzz immédiatement. La troisième règle, c'est que mine de rien, c'est moi le chef du podcast, donc je buzz quand je veux. Salut Stella, Salut Jérémy. comment ça va? Bah écoute, ça va, un peu stressé, mais ça va. Pour une fois qu'on se voit et qu'on mange pas. Exact, ouais. Putain, n'en parle pas. Bah, c'est bien, on va pas prendre de kilos aujourd'hui, c'est parfait. On sait pas. Bon, bienvenue en tout cas. Merci. Le concept, c'est No Bullshit. On va parler d'un thème que tu as choisi. Ouais. Là, en l'occurrence, c'est les career pass dans l'écosystème startup. Ouais. Je vais te présenter pour commencer. Allez. Nous, on se connaît depuis pas mal d'années finalement, parce que on avait travaillé ensemble quand tu étais chez Dream. Ouais. Toi, tu as toutes les casquettes. Tu as connu les grands groupes. Tu as connu les startups, tu as connu les scale-up, et là, tu es en fonds d'investissement. Donc, tu as vraiment cette vision 360 de l'ensemble des sujets. Tu as commencé par des sujets très techniques, notamment chez Total, non? Ouais, j'ai bossé chez Total il y a un certain nombre d'années. Ouais. Avant de passer sur des sujets plus généralistes, etc. Mais avec une casquette développement, construction, accompagnement des organisations, coaching, qui est assez forte, et ce qui t'amène aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, chez Alven, sur un poste de DRH, avec une partie operating partner, ou tu es vraiment DRH? Écoute, je suis dédiée, mon job c'est d'être dédié à l'accompagnement du portfolio. Donc il y a à peu près 70 boîtes au sein du portfolio Alven et sur ce qu'on appelle du company building. Donc en no bullshit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un peu bassement être la hotline des startups du portefeuille, et donc à chaque fois qu'elles ont une problématique, d'essayer de les aider. Sauf qu'en fait, 80% du temps, facilement, ce sont des problématiques people au sens large du terme. D'accord. Donc soit moi, soit avec des gens que je connais en relais en fait. Ok. Ça, c'est mon job. Bon, du coup, tu as choisi le thème des career pass et le bullshit que ça peut être dans les startups. Ouais. Tu peux me définir career pass? Parce que bon, toi, je pense que tu as ta définition, mais j'ai l'impression qu'en parlant avec les différents acteurs que je connais, c'est assez flou et ça représente pas exactement la même chose. Ouais, t'as raison. T'as ultra raison de le dire. Et je pense que c'est important, pour expliquer pourquoi je suis contre, d'expliquer ce que c'est que le career pass. En tout cas, la définition qu'on s'aligne sur les concepts. Donc, un career pass, qu'est-ce que c'est? C'est un système que tu mets en place dans ton organisation, et qui te permet de mapper, donc de venir identifier l'ensemble des métiers que tu as dans ton organisation, et l'ensemble des compétences rattachées avec des niveaux. Donc, en fait, pour chaque métier, tu vas avoir des compétences associées et tu vas avoir un niveau associé. Et donc, tu vas te retrouver avec une abscisse et une ordonnée et puis tout un nombre de catégories. Et ce système, à quoi il sert? Donc, il sert à deux choses, je dirais. La principale, c'est déjà, en théorie, d'avoir une vision exhaustive de tes compétences et de ton besoin et de tes besoins futurs, en théorie, dans ton organisation. J'entends beaucoup en théorie. Je suis en théorie, je fais un peu de cynisme déjà. Ça commence mal. Je te commence avec je fais une petite avance sur le programme. Et donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il est là aussi pour accompagner les salariés, donc les équipes, en leur donnant de la visibilité sur où ils se situent dans le career pass et quelle est leur potentielle évolution au sein de la boîte, tout simplement. Ok, bon, ça a l'air chouette sur le papier. Ça a l'air génial sur le papier. Et pourquoi alors? Que sur le papier. Que sur le papier. Alors, du coup, ça c'est la définition des career pass.
J'imagine que c'est ultra variable en fonction de la taille de ton organisation. Pas la définition, mais l'application que tu en fais. Alors, l'application, elle est ultra variable au sein de ton organisation, absolument. Et moi, mon postulat, c'est que je suis contre les career pass en start-up. Okay. Et donc, on peut aussi définir start-up. Une start-up, c'est une petite structure qui, a priori, n'est pas rentable et, a priori, n'a pas trouvé son modèle. Donc, il y en a qui diront pré-MVP, pré-product market fit, bon, peu importe, mais qui n'a pas encore trouvé son modèle économique. Je dissocie Career Pass, donc vraiment ce leveling avec toutes les compétences, etc., par métier, donc qui est quand même effectivement ultra consommateur de temps, etc., avec ce qui peut s'apparenter à du leveling sur la partie salaire, donc une grille de salaire. Pour le coup, je suis une énorme sponsor de la grille de salaire et même dès le début ou quasi, tu vois, je trouve que ça a vachement de vertu. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est, pour le coup, directement un vecteur d'équité et directement un besoin des équipes, quoi. Au moins, les 2 dernières boîtes, j'ai mis en place alors ce qu'on appelle des compensation grid, donc des grilles on va essayer de pas faire trop d'anglicisme, des grilles de salaire. On est entre nous. Entre gens de la Startup Nation. Je comprends pas ce que tu me racontes de toute manière. Voilà, ça va être facile, je vais te semer comme ça. Donc, des grilles de salaire, moi, pour le coup, j'en ai mis en place dès que j'ai pu et dès que j'ai eu la capacité d'en mettre dans des boîtes parce que je trouve que ça permet d'assurer une forme d'équité, que les gens, c'est quand même la première chose qu'ils regardent, c'est quand tu les recrutes, est-ce que comment, pourquoi, sur quelle base tu vas les payer, et quand tu les augmentes et que tu les fais évoluer, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est équitable, et sur quoi c'est basé, est-ce que c'est basé sur des critères tangibles ou pas. Donc ça, je l'ai toujours fait. Et même avec un peu un goût, donc un truc que je dénonce un peu sur le sujet des career pass, même un peu avec un goût de la complexité que je pense j'ai et on est beaucoup à avoir aussi. C'est un peu marrant et tu te dis tiens, pourquoi est-ce que je serais pas le plus exhaustif possible sur les critères de ma grille de salaire, donc l'expertise, l'impact, les métiers, des coefs, etc. Tu te fais des formules un peu reloues sur Excel et ça te fait un peu marrer. Ça, je trouve que bon. Ça a lieu d'être, ça a du sens dans les organisations assez tôt d'avoir un système juste pour payer les gens. Le Career Pass, j'ai toujours... assez vite, on me l'a demandé en fait. Assez vite dans les boîtes, j'en ai entendu parler et assez vite, j'en ai entendu parler auprès de la communauté, c'est-à-dire sur les Slack de RH, auprès de nos pairs, etc. Et assez vite, soit mes founders, donc les fondateurs, CEO de boîtes, etc., soit des employés, parfois me l'ont demandé. Et donc, je me suis évidemment dit au début que j'allais le faire. Voilà, bête et méchant, on me l'a demandé, c'est que c'est important, c'est qu'il faut le faire, etc. Et je pense que c'est le postulat, un peu le rationnel que beaucoup ont en le mettant en place. Et en fait, c'est un must-have dans les startups, donc on va le faire. Donc, c'est déjà ce premier truc que je questionne. C'est pourquoi tu mets quelque chose en place si tu n'es pas sûr que ça répond à ton problème. Donc déjà, pose-toi la question de quels sont tes problèmes dans ta boîte. Devancer les problèmes, pourquoi pas ? C'est-à-dire éviter de se créer de la dette. Donc devancer le fait que plus tard, tu pourrais avoir des problématiques de rétention, que les gens pourraient avoir besoin de savoir là où ils se situent dans l'organisation, pourquoi pas ? Mais de là, inventer des problèmes. C'est-à-dire décider que les gens ont besoin de savoir qu'ils sont staff engineer ou engineer 1, engineer 2 ou staff engineer absolument, ou tu vois, d'avoir une vision hyper précise. Là, c'est là que, pour le coup, j'ai un peu moins de... Voilà, je suis un peu moins sponsor, d'avoir envie de ne pas le mettre en place. J'ai l'impression de ce que tu me dis, parce que tu vas définir X compétences ouais. et niveau de compétences associées. Qui décide ? Le manager, le salarié, le RH ? Est-ce qu'on est sûr de ce niveau de compétences ? Moi, ça me met ça tout de suite en tête. C'est qui définit ce niveau de compétences ? Tu vois, alors c'est drôle ce que tu dis parce que directement, tu te poses des questions. Du coup, on va mettre en place un système et toi, le premier réflexe que tu as, c'est de le challenger en questionnant sa véracité. Ouais. Et c'est drôle, mais tous les employés, toutes les équipes font ça depuis que le monde est monde avec n'importe quel système. Et donc, ça veut dire que déjà, mon postulat, c'est que tu vas mettre un système en place qui répond pas forcément à un problème existant, tu vois. Ouais. Mais en plus, les gens vont commencer à défocus et à challenger ce système qui ne répond pas forcément à... recrutement, il y a 5 niveaux, toi, t'es niveau 3. Ouais. Ah non, moi, je suis niveau 5. Qui a dit que j'étais niveau 3 ? Tu vois, c'est un peu con, mais c'est ça, quoi. Et c'est là que tu tombes dans un sous-effet, en fait, de la mise en place de Career Pass ou de Career Ladder, qui est, OK, en fait, il faut être, et je pense que c'est un énorme piège, OK, du coup, on doit être super spécifique dans la manière dont on mappe les compétences, super exhaustif. Et en fait, le problème, c'est que quand tu fais ça...
T'as plein de gens qui vont dire, moi, du coup, ta catégorie, elle est trop spécifique, donc je rentre dans aucune des catégories. Du coup, c'est un nouveau métier, ou c'est une nouvelle catégorie, ou c'est une troisième voie, et c'est un peu sans fin, tu vois. Et donc, t'as des discussions parfois intéressantes, parfois assez stériles sur pourquoi je suis dans la catégorie ou pas, avec des gens de l'équipe ou des managers et tout. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je l'ai oublié. C'est pas grave, déjà sans fin. Voilà, du coup. Voilà. Attends, on est censé couper ce moment. On coupera ce qu'on veut couper. Si je décide. Okay. Non, mais du coup, je vais quand même te buzzer. Ok. Hop. Tu sais ce que ça veut dire? Question. C'est-à-dire que tu vas me poser une question bête. Je suis pas passé par le carton jaune et le carton rouge, je suis passé directement au buzz. Là. Aïe, ok. Donc, tu vas avoir une question pourrie, tu vas avoir la même que tout le monde, la première, qui est pourrie, mais en vrai, quand tu réfléchis, elle est pas si pourrie, mais elle est un peu pourrie quand même. Imagine que derrière moi, tu sais, ça commence bien. Ça commence très mal. Il y a un grand mur en briques. Ok. Plein de briques. Ok. Un collectif de briques. Ok, un collectif très énervé de briques. Tu serais quelle brique, toi? Moi, je serais celle juste derrière ta tête. Pourquoi juste derrière ma tête? Toi, tu serais quelle brique dans ce collectif? Moi, je serais la brique du bas. Ah ouais, la brique du bas? Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle soutient les autres. En tant que RH, elle soutient les autres. Je t'ai fait une bonne réponse bullshit. Ouais, du coup, je vais te rebuzzer. Stella, est-ce que tu as des hobbies? J'ai un certain nombre de hobbies, ouais. Tu rentres dans le dur. Quels sont-ils? Alors déjà, tout comme toi, j'ai 2 enfants, ouais. donc mon hobby principal, parce qu'ils me prennent beaucoup de temps. Donc ça, c'est un hobby ou une obligation? Ça, c'est un hobby forcé. C'est un hobby, c'est une contrainte. Ouais. Donc non, j'ai un obligation, effectivement, qui sont mes enfants. Et ensuite, j'ai d'autres hobbies, mais tu les connais déjà, donc tu triches. Ah, mais le peuple ne connaît pas. C'est vrai. Alors là, tout le monde va beaucoup se moquer de moi parce que je suis très bobo parisienne, mais donc moi je fais de la céramique, donc je fais des petits bols en terre cuite pour me détendre le week-end. Voilà, rigole, c'est bien. Et après, j'ai des hobbies un peu plus sérieux. Je suis assez piquée d'immobilier et donc de suivi de chantier à toute la phase de décoration. Et donc, voilà, ça c'est ce que je fais quand je suis pas en train de travailler et que je suis pas sur mes obligations. Je me crée d'autres obligations avec l'immobilier et donc je fais un petit peu de rénovation, décoration à côté. Ok. Voilà. Merci bien. Je t'en prie. Merci bien. Bon, on revient à nos moutons. Toi, tu as une anecdote sur le sujet, tu vois, un truc où tu t'es vraiment dit, mais c'est useless. Là, je vois bien, j'ai l'application devant moi, que ça ne sert à rien. Un jour, j'ai commencé dans ma boîte, en tant qu'RH, donc, à avoir des jeunes dans l'équipe, donc plutôt des personnes qui étaient arrivées en sortie d'école et donc avaient entre 1 et 2 ans d'expérience et donc étaient arrivées chez nous en premier job. Et j'ai eu une personne qui est partie, qui était super, qui avait beaucoup de potentiel et qui est partie. Et donc, je fais un exit interview et donc on discute, etc. Et on discute et puis voilà, il me dit que tout va bien, mais qu'il a eu une autre opportunité. Bon, ok, très bien. Bon. Et puis, j'ai une deuxième personne, pareil, même discussion. Et puis, elle me dit, et je lui dis, mais pourquoi t'as pas expliqué avant? Et elle me dit, de toute façon... je sais que de toute façon, j'aurais pas pu avoir le même salaire. Là, j'ai pris 25% d'augmentation. Je vais manager alors que je manageais pas, etc. Et donc, en fait, en regardant la grille de salaire que tu as fait, je me suis dit que de toute façon, il y avait 3 levels avant d'arriver au salaire là qu'on m'a proposé. Donc, de toute façon, c'était mort. J'allais pas y arriver avant au moins 24-36 mois. Et en fait, les gens au quotidien, ils n'entendent pas tous les discours que tu leur sers autour de ta grille. Ils regardent ta grille, ils s'y connectent une fois de temps en temps, ils checkent et ils se disent, OK, c'est 15K de ce que je peux obtenir et en fait, il me faut au moins, 3 people reviews pour espérer obtenir ça. Et je pense que c'est déjà quelque chose dont on souffre avec les grilles de salaire, mais pour le coup, elles ont un vrai bénéfice. Pourquoi venir mettre les gens dans des micro-cases en start-up alors même que ces gens-là sont venus dans des petites structures pour s'éviter de la bureaucratie, s'éviter des réflexes de corporate, et donc pas pour avoir des micro-boîtes dans lesquelles on les met et d'avoir des discussions sur challenger le mot de la définition, tu vois. En fait, qu'est-ce qu'ils veulent les gens? Ils veulent savoir qu'ils ont un pass chez toi et qu'ils peuvent évoluer. Ils veulent savoir qu'ils vont apprendre ou avoir de l'impact, etc. En fonction d'ailleurs de leur driver. Les drivers des gens peuvent être très différents. Ils veulent s'assurer que tu les spots, que tu les identifies comme talent ou comme hard worker, entre guillemets, si c'est le cas. Donc, ils veulent s'assurer que toi, en tant qu'RH, que leur manager, que les fondateurs, etc., ils ont l'œil sur ça et qu'ils sauront être reconnaissants. Ça, c'est important. Est-ce que
ma question, c'est est-ce que c'est le Career Pass qui permet de faire ça? Peut-être. Est-ce que c'est la meilleure manière de le faire? Est-ce que c'est la manière la plus efficace? Et est-ce que c'est une nécessité? Je pense pas. S'évertuer à vouloir définir et vouloir être dans la prédiction, comme si on était un total. C'est-à-dire avec 10 ans de visibilité et qu'on vendait de l'énergie et qu'on construisait des centrales nucléaires. S'évertuer à vouloir faire ça quand on est une toute petite boîte et qu'on doit être agile, moi, je trouve que c'est un peu absurde, en fait. Et alors, quels sont les... que tu pallies comment ces enjeux-là? Moi, j'ai l'impression que les gens ont besoin de visibilité, quand même, de savoir je peux aller où, à combien de temps, comment, combien je peux gagner, etc. Quelles sont les alternatives? Alors, déjà, la grille de salaire, je continue à le dire, pour le coup, elle a ses vertus. Donc, sur le combien je vais gagner, moi, je pense que plus que jamais, la grille de salaire, elle a des vertus. Tu peux identifier des critères qui sont des critères. Et en fait, là, c'est vraiment hyper culturel. Il n'y a pas vraiment de bons ou de mauvais critères, mais tu peux dire... tu peux le focus sur deux trucs différents. Tu peux focus sur des... Pardon encore pour les anglicismes, mais des inputs. Donc, c'est la contribution. Donc, c'est un peu le principe des compétences. C'est en fait, je vais... c'est la même logique, pardon, que les chevaux à sourcils, c'est pas clair. C'est la même logique que pour le Career Pass, input, c'est-à-dire qu'est-ce que je pose sur la table en contribution. Donc, tu pourrais dire, je sais pas moi, c'est les années d'expérience, le niveau d'expertise dans un métier, etc., par exemple. Ou alors, tu peux, et c'est plus simple, tu peux baser ton système de rémunération ou de leveling sur les outcomes. Donc, c'est la performance. Et donc là, c'est entre guillemets plus simple, c'est-à-dire que tu peux, et c'est un peu plus pragmatique, tu peux dire, ok, en fait, on va faire augmenter quelqu'un dans notre grille ou de salaire, etc., en fonction d'un critère, par exemple, qui est l'atteinte aux objectifs ou pas. Ça peut être une évaluation du manager, ça peut être une évaluation de peers à travers des 360, des peer reviews, etc. Donc, tu vois, tu as différentes manières. Et donc, tu peux déjà, pour répondre à ta question, avoir une grille de salaire. Et je pense que s'il faut mettre de l'énergie dans un système, dans une boîte, c'est celui-là. Tu vois, tu connais cette boîte qui s'appelle iAdvise? Ouais. Jessica, la DRH d'iAdvise, elle fait un truc canon. Elle a un système, elle identifie des gens qui sont un peu les hauts potentiels des grosses boîtes, tu vois, mais des gens qui ont du potentiel et qu'elle a envie d'accompagner, qui sont un peu ses talents, tu vois. Et elle surcomplexifie pas, en fait. C'est la contribution, le niveau d'investissement, la longévité dans la boîte, tu vois. C'est pas sur-ingéniorisé, sur regarder la compétence, etc. Non. Et donc, elle identifie ces gens. Tu peux sortir ou rentrer du programme à tout moment. Donc, rien n'est figé, tu vois. C'est pas parce que t'es pas dans le programme à un moment que tu peux pas rentrer. C'est elle, je crois. Alors, je veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est les managers que tu peux... Je me demande si tu peux pas candidater, mais je veux pas dire de bêtises. Et en fait, elle les identifie et ensuite, elle leur met tout un panel de moyens de se développer, des formations, du codev, du mentoring. Et en fait, le simple fait de leur montrer que tu es spécial pour l'organisation parce que tu t'impliques et qu'on t'a identifié comme un potentiel on te donne des moyens de te développer. Moi, je trouve que ça rend les gens beaucoup plus responsables que de les figer dans un cadre où, en fait, ils attendent qu'une chose, c'est que tu les fasses passer un niveau, etc. Et c'est eux qui sont en attente d'eux, tu vois. Là, du coup, ça renverse, en fait, et les gens ont quand même, globalement, je pense, envie d'être responsables et pas qu'on les déresponsabilise. Et de fait, en fait, c'est un mouvement qui est complètement mouvant, donc on t'est pas figé sur une case. Tu peux rentrer, tu peux sortir, et elle te donne des leviers sur ton job, sur ce qu'en fait, la HR et le manager maîtrisent. Parce qu'en fait, savoir si... je vais être caricaturale, pardon, mais savoir si, je sais pas, tu maîtrises Salesforce niveau 1 ou niveau 2, en fait... ça, c'est un peu de la sur-ingénierie, ce que tu pourrais retrouver un peu en caricaturant dans un Career Pass sur le système de compétences, alors que de dire, OK, on t'a identifié comme quelqu'un qui s'investit, qui a du potentiel et qui performe dans ton job, mais demain, peut-être ton job, il est mouvant, il aura changé, mais tu seras toujours un talent. Donc, on t'aide à te développer à travers des systèmes. Là, je trouve que c'est assez puissant. Mais tu sais, souvent, c'est les... Enfin, je le répète, ce truc de il faut des Career Pass, souvent, ça vient je pense que c'est une croyance qui est véhiculée beaucoup par les équipes et les managers et souvent les founders. C'est souvent le CEO qui vient en disant, ou le CTO qui vient en disant il me faut un Career Pass. D'ailleurs, souvent, c'est... C'est parce qu'il a vu chez Intel, enfin, ça se fonctionne aussi comme ça dans l'écosystème. Exactement. C'est moi, tu vois. Ouais. C'est du mimétisme. Absolument. Mais c'est comme ça que ça se propage. Et donc, ça, c'est super intéressant. C'est qu'il y a deux trucs qui m'interpellent là-dedans. Le premier, c'est que c'est un vœu pieux. Il me faut ça.
Ok, bah deal with that, tu vois. Alors qu'en fait, qui sait ce qu'il faut pour les métiers, etc. Bah toi, mon ami, à commencer par toi et les managers. Pas le RH, voilà, de là où il est, le pauvre, c'est pas grand-chose de quelles sont les compétences au sein de la boîte qu'il va falloir pour dans 5 ans. C'est vrai qu'on attend beaucoup, parce que c'est une fonction qui est tellement centrale que tu imagines qu'elle connaît tout. Et oui. Ouais. Mais peut-être parce qu'elle est effectivement, elle n'est pas responsable de. En tout cas, je suis pas sûre. Est-ce que le RH n'est pas responsable de ça, de se rendre indispensable à tout, tu vois? Non, mais c'est vrai. Est-ce que c'est pas une responsabilité aussi du RH de se détacher des sujets, tu vois, et de dire, bah non, je suis pas honneur, tu vois? Moi, je suis une énorme avocate de une fonction, ce que moi j'appelle partagée, décentralisée. Et quand je dis ça, ça veut dire que la RH n'appartient pas au RH. Le RH, il est responsable de mettre en place des réflexes, une conscience RH, people, et il est en charge de mettre en place les systèmes, donc de manière très horizontale, pour que tous les sujets à la verticale, donc les sujets d'individus, de coaching, d'équipe, que tout le pouvoir RH, ils viennent des managers, en fait, et des gens, en fait, aussi. Je vois un tout petit peu plus l'intérêt, effectivement, si tu es une boîte qui recrute énormément de juniors. Ou alors, une typologie de rôle, en fait, tu sais, un peu cabinet de conseil, SN, etc., où, en fait, tu as un peu tout le temps les mêmes jobs. Là, c'est assez différent. Du coup, c'est plus la start-up, mais c'est assez différent. Mon point, c'est de dire que les gens qui ne sont pas juniors, les gens qui ont de l'expérience, qu'ils soient managers, qu'ils soient C-level ou qu'ils soient, tu vois, individual contributeur individuel, senior, expert, etc., je pense sincèrement qu'ils n'ont pas besoin de ton career pass. Okay. En fait, je pense qu'ils n'ont pas besoin que tu leur expliques comment évoluer, quelles sont leurs compétences, que tu ailles les mettre dans des petites cases, etc. Ils n'ont pas besoin, ils n'en ont pas envie, et donc ils ne vont jamais le regarder. Donc tu l'auras fait pour rien. Par contre, je pense que ce système, il est rassurant pour des juniors, donc je sais pas, des 0-3 ans d'expérience, parce que ces gens-là, ils connaissent pas les codes de l'entreprise. Donc en fait, comme ils n'ont jamais travaillé ou très peu, bah en fait, ils savent pas comment évoluer. Souvent, ils ont assez faim, mais ils n'ont pas les codes sur comment évoluer, comment aller chercher une augmentation, comment se rendre visible, comment, donc voilà. Et donc du coup, je peux comprendre qu'il y ait des vertus à faire ça. Mais donc, du coup, il faut faire un exercice simple. C'est regarder la typologie de sa boîte, regarder à peu près à grosse maille, je sais pas, ton staff plan, donc ton plan de recrutement. Ok, est-ce que finalement, j'ai besoin d'aller chercher des juniors? Beaucoup ou pas du tout? Bon, bah oui, si je dois recruter 100 juniors massivement, etc., que des first line, bon, bah oui, très bien. Peut-être un career pass un peu light, etc., ça a du sens. Ok, donc si je résume, t'es pas une anti-career pass totalement, tu penses juste qu'il y a une petite absurdité à s'entêter à le faire absolument dans l'écosystème startup, là où ce sont des environnements hyper mouvants, là où ça va forcément évoluer, là où ta contrainte de temps et de budget que tu vas mettre dedans, en fait, va pas être rentabilisée, quoi. Ouais, merci de rendre le propos moins caricatural. Merci pour ça, Jérémy, et de m'ouvrir T'avais peur que je me fasse casser la figure à la sortie, c'est ça? Par tous les RH qui t'attendent dehors. Par tous les RH. Non, en fait... Exactement. En fait, mon propos, c'est finalement le career pass, c'est un énorme argument. D'ailleurs, tu le sais, en fait, j'ai écrit un article dessus il y a 1 an. Je sais pas pourquoi, j'étais très énervée. J'ai eu besoin d'écrire, il fallait que ça sorte. Et j'ai pas pris ma pilule. J'étais très énervée. Mais ça fait 1 an, mais je pense que t'avais anticipé les législatives. J'anticipais être très énervée. Et donc, j'ai écrit un truc sur je suis contre les career pass. Et en fait, c'est un biais. Et comme je suis consciente que c'est un biais et que c'est hyper... qu'il y a une opinion qui est caricaturale, etc., que c'est pas si simple, bien sûr, je l'ai jamais publié parce que je suis pas courageuse et que j'avais pas envie de débattre. Mais... C'est peut-être pas du courage, tu t'es dit que t'étais pas 100% convaincue. Aussi, mais exactement. Et en fait, plus j'en parle, et je crois que plus je suis convaincue, je sais pas si les arguments que j'ai utilisés étaient les meilleurs. D'ailleurs, je te pousserai l'article pour ceux qui veulent me mettre des vilains commentaires et tout. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que je suis quand même prête à débattre de... Non, mais de toute façon, dans la vie, avant de me faire traiter de sorcière. Tu le sais, moi, je suis très mal placé pour dire ça parce que je suis aux antipodes de ça, mais tout n'est pas tout noir ou tout n'est pas tout blanc. Donc, il y a forcément des entre-deux dans des situations, etc. Exactement. Mais c'est bien d'avoir des partis pris. Ça manque dans la fonction, tu vois, où on est dans une fonction qui est un peu policée. Et c'est pour ça qu'on fait ce podcast aussi, tu vois. Ouais. C'est bien d'avoir des partis pris, tu vois, d'avoir un petit peu le courage de dire des trucs. Et ben exactement. Et donc, je pense que mon parti pris à travers ça, je te disais, en fait, le career pass, c'est un argument, c'est... Arrêtons de faire les choses parce qu'on nous demande de les faire. Soyons créatifs, soyons business, soyons proches des managers tant que c'est possible. Et je suis d'accord que c'est très facile, moi, de dire ça comme ça. Mais je pense que
ce qui me déplaît à travers le Career Pass, c'est ça. C'est cette sur-ingénierie qui est d'un peu de la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Je veux ressembler à un tech corpo, etc. Non, on est en start-up, on est proche des gens. En start-up, il n'y a pas d'a priori sur le HR, ou en tout cas pas par défaut. Les gens sont tous ensemble. Et donc, c'est le meilleur environnement possible pour réinventer les RH. Et je trouve qu'on a beaucoup réinventé les RH en start-up. Et le seul truc qu'on s'entête un peu à pas vouloir réinventer, c'est ce truc de compétences leveling. Donc moi, je me dis pourquoi pas. Magnifique. Tu t'es pas ennuyé? Non, pardon, attends, j'arrive. Non, mais je suis très ravi. J'étais très engagée dans mon propos. Je suis ravi. Bon, moi, je connais un de tes hobbies, qui est manger, et j'aimerais connaître l'autre hobby que je connais déjà, mais que j'aimerais que tu révèles au monde entier. Moi, c'est la musique. Et oui, et plus précisément? Moi, je suis un fan depuis toujours de rap, de la culture hip-hop globalement, et de rap. Moi, j'ai rappé pendant 20 ans. Merci de me faire ce pont avec ce que tu me racontes. Moi, je lance une initiative qui est un podcast qui s'appelle Underdog, et donc probablement à l'heure où on se parle, le premier épisode a dû être sorti. Donc, je vous invite à l'écouter. Et c'est un podcast qui parle des rôles modèles qui sont issus de ce que moi j'appelle la non-reproduction sociale, parce que c'est le mot le plus sympa que je trouvais pour parler de ces gens dans la tech. Donc, moi, j'avais envie qu'on entende des super rôles modèles, des gens qui sont super successful et qui ont eu des super parcours et qui sont à 1000% légitimes, mais qui ne viennent pas forcément des mêmes environnements privilégiés que la dominante dans les startups et dans la tech. Et donc, j'avais envie de le faire depuis un moment, mais je ne trouvais pas forcément le format. Et en fait, c'est un format de communication. C'est un format d'échange, et donc c'est un podcast. Malheureusement, il y avait beaucoup de podcasts, mais en voilà un autre. Vidéo ou audio? Audio, parce que la vidéo, tu sais bien que j'ai mis 6 mois à accepter. Merci d'être là. Et que c'est vraiment parce que t'es un ami, parce que voilà. J'ai insisté. Ouais, sur la vidéo, un peu. Et je t'ai fait jurer que tu mettrais pas des gros écriteaux en gras comme les trucs TikTok avec des trucs de banque à images derrière. Ils sont tout petits. Parce que ça, j'aime pas du tout. Je suis un peu vieille école. Non, mais je te soufflerai quelques noms si tu veux en off. Ouais, ravi. Ouais, très très partante. Ouais. Et donc, premier épisode, s'il vous plaît, allez écouter. Et il y en a certains qui devraient arriver sous peu. Voilà. On ira. Génial, merci. Merci beaucoup d'être venu. Je sais que l'exercice vidéo est nouveau et je sais que c'était un exercice. Je ne m'y habituerai jamais. Non, mais vraiment, merci beaucoup. Hyper intéressant et puis à très vite. Et à bientôt. Merci Jérémy.